Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire oui alors que tout ton corps criait non? De sentir qu'on t'épuise, qu'on te culpabilise, mais sans jamais pouvoir mettre de mots clairs dessus? Tu n'étais pas fou. Tu étais peut-être face à un manipulateur. Et le plus terrifiant, c'est qu'il t'avait déjà compris, bien avant que tu comprennes ce qui se passait. Ils savent exactement quoi dire. Quand se montrer doux, quand devenir froid, quand te faire douter de toi-même, jusqu'à ce que tu te demandes si le problème, ce n'est pas toi. Mais tu vas voir, il y a une méthode pour sortir de ce piège. Il y a un non qui change tout. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à le dire, sans trembler, sans culpabiliser, sans jamais plus te taire. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like pour qu'on sache que tu existes. Tu peux aussi partager ton expérience dans les commentaires. Et si tu ne veux pas parler, un simple merci suffira. Parce que tu n'es pas seul. Carl Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient reviendra sous forme de destin ». Et c'est précisément là que commence l'histoire. Le pervers narcissique ne vous choisit jamais par hasard. Il vous scanne. Il perçoit quelque chose en vous avant même que vous ne le formuliez clairement vous-même. Ce n'est pas vous en surface qui l'attire. C'est ce que vous portez en profondeur, souvent sans le savoir. Votre doute, votre faille, votre soif d'être vu, reconnu, aimé, malgré tout. Selon une étude de l'Université de South Alabama, publiée dans le Journal of Personality Disorders, les manipulateurs émotionnels sont capables de détecter les traits de soumission sociale ou de faible estime en moins de 90 secondes lors d'une première interaction. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Ils sont câblés pour lire ce que vous masquez. Vos hésitations, votre culpabilité automatique, votre tendance à vous excuser même quand vous n'avez rien fait. Sigmund Freud l'avait noté, il n'y a pas d'erreur dans le choix de nos liens, seulement des répétitions inconscientes. Et le pervers narcissique sait cela. Il devine que vous avez grandi avec l'idée que l'amour se mérite, que les conflits sont dangereux, que dire non est une prise de risque. Il le sent avant même que vous ouvriez la bouche. Il lit entre vos silences. Ce qu'il sait, c'est que vous avez appris très jeune à vous adapter aux autres pour éviter le rejet. Que vous avez pris l'habitude de lisser vos émotions pour ne pas déranger, et que cette capacité d'adaptation, admirable dans bien des contextes, devient ici votre prison. Les dernières recherches en neurobiologie de l'attachement, notamment celle du Dr Alan Shore, révèlent que les individus ayant connu une instabilité émotionnelle dans leur enfance, même légère, développent une hypervigilance affective, une forme de scanner intérieur qui anticipe constamment le danger relationnel. Le pervers narcissique, lui, utilise cette fonction contre vous. Il vous fait croire que c'est lui qui va apaiser cette tension, qu'il est la réponse à vos insécurités, alors qu'en réalité, il les amplifie pour mieux vous tenir. Et ce n'est pas tout. D'après une enquête menée par le National Domestic Violence Hotline, près de 60% des victimes de manipulation narcissique avouent n'avoir jamais compris comment elles sont tombées sous emprise. Le mot-clé ici, c'est inconscient. Il vous voit avant que vous vous voyiez. Il décèle chez vous ce qu'il appelle une faille exploitable, mais ce que la philosophie stoïcienne appellerait plutôt une zone d'inconscience. Marc Aurèle écrivait « Celui qui se connaît devient inattaquable ». Et voilà ce que le manipulateur redoute le plus, que vous vous connaissiez, que vous mettiez la lumière là où il se nourrit de votre obscurité. Il voit aussi vos talents, car oui, il ne choisit pas n'importe qui. Il veut du charisme, de l'intelligence, de la lumière. Mais une lumière encore vacillante, non stabilisée. Car c'est là qu'il peut entrer. Il sent les personnes généreuses, empathiques, loyales, mais qui doutent de leur propre valeur. Et cette combinaison, puissance latente plus manque d'estime, devient son terrain de jeu. Le docteur George Simon, psychologue clinicien reconnu, affirme que les manipulateurs utilisent des scripts comportementaux basés sur la répétition, compliments excessifs, faveurs inattendues, puis critiques déguisées, silence punitif, micro-abandon. Et tout cela selon un schéma précis, souvent répété à l'identique avec leurs anciennes victimes. Ce que vous vivez, ils l'ont déjà infligé. Ce n'est pas un accident, c'est un mécanisme. Ce qu'il sait aussi,
c'est que vous êtes probablement une personne qui évite les conflits. Et là encore, les chiffres parlent. Une étude de l'Université du Wisconsin montre que 70% des gens préfèrent s'auto-censurer plutôt que d'entrer dans un désaccord direct avec une personne autoritaire ou imprévisible. Et lui, il est justement les deux. Le stoïcisme nous enseigne que l'injustice ne peut nous affecter que si nous lui donnons accès à notre esprit. Mais tant que vous ignorez ce que l'autre a vu en vous, vous luttez avec des armes invisibles. Vous vous demandez pourquoi vous avez été ciblé. Pourquoi lui? Pourquoi vous? La vérité, c'est que vous aviez en vous une faille non refermée, mais aussi une force que lui n'a jamais eue. Et c'est cela qu'il voulait contrôler. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi m'a-t-il choisi ?» mais « Qu'est-ce qu'il a vu en moi que je ne suis pas encore capable de voir moi-même ?» Car c'est là que tout commence, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de passer à la suite, laisse un like, abonne-toi, mais surtout commence par dire « Je dis non ». Écris-le en commentaire pour l'ancrer dans ta conscience. Maintenant, on continue. Ce n'est pas la violence qui vous brise en premier. Ce n'est pas non plus l'humiliation, ni même la peur. Ce qui vous réduit au silence, c'est cette petite confusion constante qui finit par ronger votre propre perception. Cette impression subtile que vous exagérez. Que peut-être, c'est vous le problème. Le pervers narcissique ne vous attaque pas de face. Il vous entraîne à douter de votre propre boussole intérieure. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting, un terme inspiré d'une pièce de théâtre des années 40 où un homme manipulait sa femme jusqu'à ce qu'elle perde pied avec la réalité. Ce n'est pas de la fiction, c'est une stratégie réelle, et elle fonctionne. La psychiatre américaine Robin Stern, auteure de The Gaslight Effect, estime que près de 80% des personnes ayant subi une relation manipulatoire passent par une phase de silence intérieur où elles deviennent elles-mêmes leur propre censeur. Le manipulateur n'a plus besoin de hausser la voix. Vous faites le travail pour lui. Tout commence par des remarques anodines. Tu es trop sensible. Tu interprètes mal. Tu vois toujours le mal partout. Au début, vous vous défendez, puis vous expliquez, puis vous vous justifiez, puis vous vous taisez. Et c'est là que le piège est refermé, car le silence n'est pas neutre. C'est une alliance inconsciente avec l'agresseur. Vous coopérez sans le vouloir, pour ne pas perdre le lien, pour ne pas déclencher sa colère, pour préserver un semblant d'amour. Carl Jung disait « Les gens feront tout, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et parfois, c'est plus facile de rester dans cette bulle toxique que d'affronter la douleur de reconnaître qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Freud avait aussi noté un phénomène troublant. La répétition est une tentative de maîtrise de l'événement traumatique. En d'autres termes, vous rejouez la scène encore et encore, parce que votre inconscient espère qu'un jour, cette fois, l'autre vous aimera mieux, vous traitera mieux, vous donnera enfin cette reconnaissance que vous n'avez jamais eue. Mais ce jour ne vient pas. Et vous continuez à vous taire. Ce silence, il le renforce avec des outils précis. Il vous isole, vous empêche de parler de ce que vous vivez à votre entourage. Il critique vos amis, sème le doute sur vos proches, vous convainc que personne ne vous comprendra. Et ça fonctionne. Une étude menée par l'Université de Purdue démontre que les victimes de manipulateurs narcissiques ont 5 fois plus de risques de s'isoler socialement que les autres victimes de violences relationnelles. Car ici, il ne s'agit pas d'un choc, mais d'un effacement progressif de votre voix. Une lente anesthésie de votre propre jugement. Il vous pousse aussi à culpabiliser d'avoir des besoins. Il vous fait croire que c'est égoïste de poser des limites, que c'est un manque d'amour de vouloir être respecté, qu'aimer, c'est tout accepter. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une dévotion destructrice. Le stoïcisme nous enseigne l'inverse. Sénèque affirmait « Celui qui ne met pas de limite à autrui est complice de sa propre ruine ». Et dans cette relation, vous avez été formaté à dire oui par peur, à vous excuser par réflexe, à céder par automatisme. Le manipulateur utilise la dette émotionnelle. Il vous donne de temps en temps de la chaleur, un compliment, une soirée parfaite, un sourire qui répare tout, en apparence. Juste assez pour que vous restiez, mais jamais assez pour que vous soyez en paix. C'est la technique du renforcement intermittent.
une méthode bien connue dans les sciences du comportement, une alternance de récompense et de punition qui rend l'attachement plus fort que si l'amour était constant. C'est la même mécanique que dans l'addiction. Vous devenez dépendant du moment où tout redevient normal, même si ce moment est rare, même si vous savez au fond de vous qu'il est faux, et vous vous taisez. Encore. Le silence ici n'est pas une paix, c'est une érosion, une disparition progressive de votre droit à ressentir, à penser, à dire. Et c'est pour cela que le stoïcisme devient une arme redoutable, car il ne vous apprend pas à vous battre contre l'autre, il vous apprend à retrouver votre voix, à écouter ce qui, en vous, refuse encore de mourir. Épictète écrivait « Il n'y a qu'une seule voie vers la liberté, le mépris des choses qui ne dépendent pas de nous. » Et ce piège, ce silence, ce lien qui vous enferme, ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est le moment où vous direz « ça suffit ». Mais encore faut-il savoir reconnaître les signaux, ceux que vous avez ratés, ceux que nous allons explorer maintenant. Vous croyez que le moment où tout bascule, c'est quand il vous crie dessus, ou quand il vous insulte. Mais non. Ce moment-là est déjà trop visible, trop tardif. Le vrai basculement, il est silencieux, invisible. Il se joue dans un détail que vous avez trouvé mignon, touchant, ou simplement anodin. C'est peut-être ce moment où il a dit « Tu n'as pas besoin de parler à cette personne, elle t'apporte rien ». Ou ce regard étrange quand vous avez reçu un compliment sincère de quelqu'un d'autre. Ou ce petit rire moqueur quand vous parliez de vos rêves. Ce sont les signaux faibles, ceux qu'on ignore, et ce sont eux les plus dangereux. Le docteur Ramani Durvasula, experte mondialement reconnue sur les narcissiques pathologiques, explique que les premières semaines d'une relation toxique contiennent déjà 70% des signes futurs de manipulation. Mais à l'époque, on ne les voit pas comme des alertes. On les excuse, on les romantise, on les ignore. Et pourquoi? Parce que nous voulons croire que cette personne est différente, que l'amour peut guérir, que notre intuition se trompe, ou pire, que ce n'est pas si grave. Les neurosciences ont un mot pour ça, la dissonance cognitive, un mécanisme de défense qui nous pousse à minimiser ce qui est douloureux pour préserver une image mentale qui nous rassure. On se dit que ce n'est pas de la jalousie maladive, c'est de la passion, que ce n'est pas de la froideur, c'est juste une mauvaise journée. Et pendant qu'on rationalise, la manipulation s'installe. Le professeur Paul Ekman, expert du langage non verbal, affirme que les micro-expressions émotionnelles, ces signaux qui durent moins d'une seconde, peuvent trahir des intentions hostiles dès les premières interactions. Le problème, c'est que notre cerveau émotionnel les perçoit, mais notre esprit les refoule s'ils ne cadrent pas avec l'histoire qu'on veut croire. Et ces micro-signaux s'additionnent quand il vous interrompt systématiquement, quand il vous fait sentir coupable de votre succès, quand il vous fait croire que vous exagérez chaque fois que vous exprimez un besoin. Chaque fois, vous ressentez une gêne, un malaise. Mais au lieu de poser une limite, vous ajustez votre comportement. Vous vous rapetissez, vous vous adaptez. Et à force, ce n'est plus vous. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et dans ce silence, ce flou, ces compromis toxiques, le vrai danger, ce n'est pas lui, c'est l'oubli progressif de qui vous êtes. Il y a aussi ces moments où vous ressentez une peur sans raison apparente, un léger stress en sa présence, une forme de tension intérieure qui ne dit pas son nom. Ce que le psychiatre Bessel van der Kolk appelle la mémoire traumatique non verbale. Votre corps se souvient avant que votre esprit comprenne. Vous somatisez ce que vous n'osez pas affronter consciemment. Et parfois, ce basculement passe par une mise à l'épreuve. Il vous teste, vous dites une chose blessante. Observez votre réaction. S'il voit que vous restez, il sait qu'il peut continuer. Ce n'est pas une perte de contrôle de sa part. C'est un calcul, une évaluation de vos limites. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Et dans cette dynamique, ce sont vos pensées qui se teintent peu à peu de doute, de peur, de résignation. Il ne vous ordonne pas de vous soumettre, il vous pousse à croire que c'est plus simple comme ça. Et ce glissement est progressif, presque esthétique. Il peut même se parer de tendresse. Il vous fait sentir spécial, unique.
puis remet en question vos choix, vous infantilise, vous isole, mais toujours avec une habileté qui vous rend confus. Il alterne douceur et dureté avec une précision chirurgicale. Dans une étude parue dans Psychology Today, on découvre que les personnes ayant été exposées à ce type de relation présentent un taux de stress post-traumatique équivalent à celui des anciens combattants. Pourquoi? Parce que l'agression est invisible, mais constante. Parce qu'il n'y a pas de moment où vous vous sentez vraiment en sécurité. Alors, ce basculement, il n'a pas de date, il n'a pas de cri. Il a un rythme, il s'installe à travers vos compromis, il vit dans vos silences, il se manifeste dans vos insomnies, il se voit dans ce regard vide que vous croisez un matin dans le miroir et que vous ne reconnaissez plus. Mais il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, à condition de reconnaître le décor, les murs, les pièges, et surtout, votre propre pouvoir d'en sortir. Car tout ce que vous avez ignoré jusque-là devient maintenant votre arme. Et dans la partie suivante, vous allez l'apprendre. Comment dire non. Dans une interview célèbre, Carl Gustav Jung a dit « Le mot non est une ligne sacrée qu'on ne trace que lorsqu'on a cessé de vouloir être aimé à n'importe quel prix. Et cette ligne-là, le manipulateur la redoute plus que tout, pas parce qu'elle vous éloigne physiquement, mais parce qu'elle marque le moment où vous redevenez imprévisible, où vous sortez de son scénario. » Selon une étude menée par l'Université de Californie sur plus de 2000 profils relationnels, la capacité à dire non est corrélée à une augmentation de 64% du respect dans les relations, qu'elles soient intimes ou professionnelles. Et paradoxalement, c'est ce que redoute le pervers narcissique. Une personne capable de poser une frontière claire, sans justification, sans émotion excessive, sans attendre d'autorisation. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le non n'est pas juste un mot. C'est un acte d'alignement intérieur. C'est le moment où ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous exprimez se rejoignent dans une seule et même énergie, la vérité. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que dire non, c'est faire un deuil. Le deuil de l'image que l'autre a de vous, le deuil d'un lien que vous espériez réparer, le deuil de cette illusion que, peut-être un jour, il changera. Et surtout, le deuil du rôle que vous avez pris, celui de celui ou celle qui supporte, qui encaisse, qui donne toujours une chance. Freud le disait déjà, le moi souffre des exigences contradictoires du ça, du surmoi et du monde extérieur. Et dans ce triangle, le pervers narcissique se glisse dans votre surmoi. Il devient cette voix intérieure qui vous juge, vous dicte votre valeur, vous fait croire que poser une limite, c'est être méchant. Le stoïcisme, lui, vous libère de cette fausse morale. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui ne relève pas de ta volonté n'est ni bien ni mal. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et dire non, ici, c'est choisir la paix plutôt que la performance. C'est refuser d'exister à travers les yeux de l'autre. Mais attention, dire non ne se fait pas avec colère, ni avec haine. Le vrai non stoïcien est calme, tranchant, sans justification excessive. Car plus vous vous justifiez, plus vous laissez la porte ouverte à la négociation. Et le manipulateur adore négocier. Il cherche la faille, le moment où votre voix tremble, l'instant où vous avez besoin qu'il comprenne. Mais il ne veut pas comprendre. Il veut gagner. Le docteur Harriet Lerner, spécialiste des dynamiques familiales toxiques, explique que les personnes élevées dans des environnements émotionnellement instables ont tendance à se sentir coupables simplement d'exister différemment des attentes. Et c'est précisément là que le non devient révolutionnaire. Vous affirmez une nouvelle posture, une nouvelle manière de dire « je n'ai pas besoin d'être validé pour exister ». Et c'est là que le pouvoir du stoïcisme est essentiel, car il vous donne un point d'ancrage, un centre de gravité intérieur. Sénèque disait « La plus grande richesse est de vivre selon sa nature. Et votre nature n'est pas d'obéir, ni de plaire, ni de subir. Votre nature est de discerner, choisir, agir. Ce que les stoïciens appellent la souveraineté de l'âme. Des chercheurs en psychologie comportementale ont observé que le simple fait de reformuler un refus de manière affirmative, « je choisis de ne pas », au lieu de défensive, « je ne peux pas »,
réduit de 50% la probabilité de se faire manipuler. Car le langage modifie votre posture intérieure. Vous ne vous excusez plus, vous affirmez. Et si vous craignez les conséquences, souvenez-vous, vous n'avez jamais à payer le prix de la clarté. C'est l'ambiguïté qui coûte cher. C'est le flou qui vous fait perdre votre temps, votre énergie, votre paix. Dire non, c'est parfois perdre quelqu'un. Mais ce quelqu'un vous perdra aussi, et il perdra surtout son pouvoir sur vous. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir froid ou insensible. Il vous demande de vous recentrer, d'arrêter de vous disperser dans des combats que vous n'avez jamais choisis, d'arrêter de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, d'arrêter de vous justifier pour exister. Dire non, c'est dire oui à soi, oui à ses limites, oui à sa paix, oui à sa reconstruction. Et il y a quelque chose de très important ici. Ce non n'a pas besoin d'être accepté pour être valide. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une négociation, c'est une déclaration. Une frontière invisible que vous ancrez dans votre façon de regarder, de répondre, de partir s'il le faut. Le moment où vous dites non n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de naissance, celui où vous devenez à nouveau le protagoniste de votre vie, celui où la peur cesse d'être votre guide, celui où le respect devient non pas une attente, mais une exigence. Et ce que vous allez découvrir maintenant, c'est que ce non n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle épreuve. Car quand vous dites non à un pervers narcissique, il ne disparaît pas. Il contre-attaque. Et il faut être prêt. Le silence. Voilà ce qui survient parfois juste après votre non. Pas n'importe quel silence. Un silence épais, glacial. Un vide tendu qui n'est pas de l'indifférence, mais une stratégie. Il ne comprend pas votre refus. Il ne le digère pas. Il ne l'accepte pas. Il le prend comme une attaque contre son pouvoir. Et c'est maintenant que le vrai combat commence. Le pervers narcissique ne disparaît pas quand on lui dit non. Il contre-attaque. Et sa riposte est rarement frontale. Elle est perverse, calculée, psychologiquement violente. Elle peut prendre la forme du dénigrement, de la culpabilisation, de l'isolement, de la calomnie, du retournement total de la situation. Tout est bon pour vous faire revenir sur votre décision, pour que vous regrettiez d'avoir osé poser une limite. Une étude du Journal of Emotional Abuse démontre que 78% des personnes ayant coupé le lien avec un manipulateur narcissique ont subi dans les semaines suivantes une phase de ce qu'on appelle le contre-conditionnement émotionnel. Une phase où l'agresseur tente, par tous les moyens, de réécrire le récit, de vous faire douter de ce que vous avez vécu, de vous faire passer pour le méchant, pour l'instable, pour le fou. Et ça fonctionne, car il connaît vos failles. Il sait exactement ce qu'il doit dire pour appuyer là où ça fait mal. Il vous accuse d'ingratitude, lui qui vous a tant donné. Il vous accuse d'avoir tout détruit, lui qui vous a tout apporté. Il utilise vos secrets contre vous. Il se fait passer pour la victime. Le psychiatre Dr Georges Simon, spécialiste des personnalités narcissiques, explique que leur plus grande arme après un rejet est la projection inversée. Ils prennent leurs actes, leurs fautes, leurs abus, et vous les collent sur le dos. Vous êtes celui qui manipule. Vous êtes celui qui déforme tout. Vous êtes celui qui détruit. Et si cela ne fonctionne pas, ils changent de tactique. Ils deviennent doux, touchants, nostalgiques. Ils ravivent les bons souvenirs. Ils rejouent les débuts. Ils vous rappellent les rires, les moments uniques. Et une part de vous vacille, parce qu'elle a envie d'y croire encore, parce qu'on ne se détache pas si facilement de celui ou celle qui a su parler à notre blessure. C'est ce que le docteur Judith Herman appelle la confusion traumatique. Ce moment où le bourreau devient, dans l'esprit de la victime, un repère paradoxal, où l'abus devient la norme, où la douleur devient le lien. Mais vous devez tenir, car ce n'est pas de l'amour. C'est un test, un piège, une illusion. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et c'est exactement ce que fait le manipulateur. Il tente de vous contaminer psychologiquement. Il veut changer votre perception de la réalité. Et pour cela, il ne recule devant rien. Il peut mobiliser des proches, des amis, des collègues. Il manipule leur image de vous. Il déforme vos mots. Il vous isole, parfois même physiquement.
Selon les statistiques de la fondation britannique Refuge, une victime sur 3 d'emprise narcissique subit un effondrement social et relationnel après avoir mis fin à la relation. C'est un prix lourd à payer, mais nécessaire, car c'est souvent dans cet effondrement que naît une reconstruction, et ce moment-là, il est crucial, car si vous doutez, il revient, il teste la porte, il gratte doucement, un message, une excuse, une main tendue, mais jamais gratuitement, toujours avec un objectif, reprendre le contrôle, remettre la laisse, redéclencher la dépendance. Vous devez devenir stoïque, pas froid, stoïque. Cela signifie que vous choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit, que vous séparez les événements extérieurs de votre jugement intérieur, que vous devenez imperméable à l'agitation extérieure, non pas en fuyant, mais en vous ancrant. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Et maintenant, vous savez où vous allez. Vous avez dit non, ce n'est pas une fuite, c'est un cap. Et ce cap, vous devez le tenir, même quand la tempête se lève, même quand il pleure, même quand il hurle, même quand il vous ignore, vous humilie ou vous supplie. Car ces gestes ne sont pas des ponts, ce sont des hameçons. Et vous n'êtes plus un poisson. Et un dernier point, vous devez vous préparer à la solitude, car dans cette transition, vous allez perdre des gens. Certains ne comprendront pas, certains prendront parti contre vous. Mais ce n'est pas grave, la vérité n'a jamais eu besoin de majorité pour exister. Et la paix, la vraie paix, ne dépend pas du regard des autres. Ce que vous vivez, beaucoup l'ont vécu, et beaucoup s'en sont sortis. Ce n'est pas la fin, c'est un passage, une purification, un recentrage. Et la prochaine étape, c'est de reconstruire ce que vous avez perdu, votre puissance intérieure. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, écrivait « Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est exactement ce que ce moment représente. Ce n'est plus la guerre contre le pervers narcissique, c'est la reconquête de votre centre, de votre pouvoir, de votre lumière. Le lien est rompu, ou en train de l'être. Vous avez dit non, vous avez tenu, mais vous vous sentez peut-être vidé, fragile. Et c'est normal, car vous venez de sortir d'un monde où vos pensées n'étaient plus les vôtres, où vos émotions étaient contrôlées, où votre réalité était sans cesse remise en question. Ce que vous vivez maintenant, c'est ce que les psychiatres appellent l'après-coup traumatique. Le docteur Gabor Maté, spécialiste des traumas et de l'attachement, explique que les relations toxiques réactivent les blessures précoces de l'enfance, celles qu'on croyait enfouies, digérées. Ce n'est donc pas seulement cette personne que vous avez perdue, c'est aussi une version de vous-même, celle qui acceptait, celle qui espérait, celle qui s'était oubliée. Mais cette perte est un gain, parce qu'elle crée un vide. Et dans ce vide, quelque chose peut renaître. Des études menées par la psychologue américaine Judith Herman démontrent que la reconstruction post-traumatique est souvent plus solide que l'état d'avant, à condition que la victime entreprenne un travail de recentrage, de sens et de reconquête de ses propres valeurs. Et c'est ici que le stoïcisme devient un levier d'une puissance inouïe. Parce qu'il ne vous demande pas de nier la douleur, il vous demande d'en faire un socle, de la regarder en face, de l'assumer, de la traverser. Marc Aurèle disait « Ce qui te blesse peut devenir utile si tu en fais bon usage. » Et maintenant, c'est votre mission, faire bon usage de ce que vous avez vécu. Ce n'est pas en niant ce que vous avez traversé que vous guérirez, c'est en l'utilisant, en regardant chaque moment d'humiliation, chaque nuit sans sommeil, chaque silence subi, comme des preuves de votre endurance, comme des éclats de votre courage. Vous avez tenu, vous avez survécu à une relation qui voulait vous effacer. Cela veut dire que vous avez en vous une force que lui n'a jamais eue, celle d'exister sans dominer, d'aimer sans manipuler, de choisir sans détruire. La neurobiologiste Candace Pert l'expliquait. Les émotions non exprimées se logent dans le corps. Et c'est maintenant que vous devez les libérer, par l'écriture, par la parole, par le mouvement, mais aussi par l'action. Chaque nouvelle limite que vous posez, chaque moment où vous affirmez votre droit d'exister pleinement, est un acte de guérison. Et cette guérison ne doit pas être invisible. Elle peut devenir un repère pour d'autres, car votre histoire n'est pas unique, elle est universelle.
Elle est ce que vivent des millions de personnes silencieuses, chaque jour. Des gens brillants, sensibles, généreux, que quelqu'un tente d'éteindre. Mais vous avez la possibilité de transformer cette blessure en message. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir été brisé. C'est une puissance d'avoir été recollé, pas à l'identique, mais en mieux, en plus clair, en plus conscient. Le stoïcisme vous donne des outils concrets. Revenir à ce que vous contrôlez, revenir à vos choix, à votre souffle, à vos pensées, ce que Sénèque appelait l'empire intérieur. Et cet empire, plus personne ne pourra vous le voler. Car vous savez désormais reconnaître les signes. Vous savez poser vos frontières. Vous savez dire non sans trembler. Et vous savez surtout que vous méritez autre chose. Pas une relation parfaite, mais une relation saine, où l'on vous écoute, où l'on vous respecte, où l'on ne joue pas avec vos insécurités, où votre lumière est célébrée, pas exploitée. Alors ne regardez plus en arrière. Ne cherchez plus à comprendre pourquoi il a fait ça, ni s'il souffre. Ce n'est plus votre rôle. Votre rôle, maintenant, c'est vous, votre chemin, votre énergie, votre reconstruction, votre sagesse. Car comme l'écrivait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui détruit l'homme, c'est sa résistance à ce qui est. Et vous avez cessé de résister. Vous avez accepté la vérité. Vous avez ouvert les yeux. Et vous avez choisi de vivre, non plus dans la peur, mais dans la clarté. Ce que vous êtes en train de devenir, c'est quelqu'un d'inattaquable. Pas parce que vous êtes dur, mais parce que vous êtes aligné. Et ça, aucun manipulateur ne peut le supporter. Aucun pervers narcissique ne peut le détruire. Parce que votre plus grande force, c'est que maintenant vous savez. Et surtout, vous vous souvenez de qui vous êtes. Like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Mais tu peux aussi passer en mode premium si tu veux aller plus loin avec nous. Et surtout, commente. Partage ton expérience. Ou laisse juste un mot, un merci, un je me reconnais, un c'est fini pour moi. Peu importe. Tu n'as plus à te taire. Souviens-toi, dire non, ce n'est pas perdre quelqu'un. C'est te retrouver toi. Ce n'est pas fuir. C'est te libérer. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être libre. Et c'est cette liberté-là que tu viens de commencer à reconquérir. Reste debout, reste clair, reste toi.